La philosophie maïeutique nous invite à une rencontre singulière avec nous-mêmes, loin du tumulte des certitudes immédiates. C'est un voyage au cœur de la conscience humaine que nous entreprenons aujourd'hui, pour explorer une méthode qui, bien que née sous le soleil de l'Attique il y a plus de 2 millénaires, n'a pas pris une ride. Elle est même, pour beaucoup, le remède le plus efficace à la saturation cognitive et à la pensée automatique contemporaine. Ce terme de maïeutique peut sembler savant, presque clinique, et pourtant il puise sa source dans le geste le plus naturel, le plus organique qui soit, l'accouchement. Imaginez-vous sur l'agora d'Athènes. Au milieu du tumulte des marchands et des politiciens, un homme marche pieds nus, interpellant les passants. Il ne vend rien, il ne professe rien, il prétend même ne rien savoir. Cet homme, c'est Socrate. Mais avant d'être le père de la philosophie occidentale, il est le fils de Phénarète, une sage-femme. Cette filiation n'est pas qu'un détail biographique, elle est la clé de toute sa démarche. Socrate aimait dire qu'il exerçait le même métier que sa mère. Elle aidait les corps à mettre au monde des enfants, lui aidait les âmes à mettre au monde des vérités. La philosophie maïeutique, c'est précisément cet art de l'accouchement. Mais attention, il ne s'agit pas pour le philosophe de transmettre un savoir tout fait, de remplir un vase vide ou d'imposer sa propre vision du monde. Bien au contraire, c'est un processus de dévoilement. La thèse fondamentale de cette approche est aussi audacieuse qu'émouvante. La vérité est déjà en vous. Elle est là, latente, enfouie sous des couches de préjugés, d'opinions reçues et de certitudes non questionnées. Le rôle du maïeuticien est d'être ce facilitateur, ce guide qui, par le seul pouvoir d'un questionnement rigoureux et bienveillant, permet à l'autre de découvrir ses propres trésors intérieurs. Cependant, avant l'accouchement vient souvent le travail, et parfois la douleur. C'est ici qu'intervient le préalable indispensable, l'ironie socratique. Dans son sens étymologique, eironeia signifie l'action d'interroger en feignant l'ignorance. Socrate commence par nettoyer l'esprit de son interlocuteur. Il pose des questions simples en apparence, qui poussent l'autre dans ses retranchements, révélant ses contradictions, jusqu'à ce que ce dernier admette « En fait, je croyais savoir, mais je ne sais pas ». C'est ce que l'on appelle la tabula rasa mentale. C'est seulement une fois que le faux savoir est évacué, que le véritable accouchement peut commencer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de cette pratique. Nous verrons que si Socrate en est la figure de proue, les racines de cette sagesse sont peut-être plus anciennes et universelles qu'on ne le pense. Nous explorerons comment cette méthode a traversé les âges pour devenir aujourd'hui le fondement du coaching, de la thérapie et de l'esprit critique. Pourquoi, à l'ère de l'intelligence artificielle et de la surcharge informationnelle, où les réponses nous arrivent avant même que nous ayons formulé les questions, la maïeutique est-elle plus vitale que jamais? L'enjeu de notre réflexion est simple mais immense. Comment redevenir les auteurs de notre propre pensée? Comment naviguer dans un monde saturé de vérités prêtes à penser pour retrouver ce chemin singulier qui mène à notre propre clarté? À travers les siècles, cette méthode demeure le socle inébranlable d'une pensée libre et souveraine. Pour comprendre la puissance de la philosophie maïeutique, il faut d'abord s'interroger sur sa paternité. Si l'histoire a retenu le nom de Socrate comme l'architecte de cette méthode, une question demeure. En est-il véritablement l'inventeur ex nihilo, ou n'a-t-il fait que cristalliser une sagesse bien plus ancienne? Dans la Grèce antique du 5e siècle avant notre ère, rien ne naît de rien. Socrate évolue dans un écosystème intellectuel où la parole est reine, mais il va radicalement transformer l'usage du dialogue. Avant lui, les sophistes, ces maîtres de l'éloquence, utilisaient la parole pour convaincre, pour vaincre l'adversaire par la rhétorique et pour imposer une vérité extérieure, souvent monnayée. Socrate, à l'inverse, opère une révolution copernicienne. Il ne s'agit plus de projeter son savoir sur l'autre, mais de faire émerger celui qui dort en lui. L'origine de cette méthode est d'abord à chercher dans une métaphore familiale et presque mystique. Comme nous l'avons évoqué, Socrate se réclame du métier de sa mère, Phénarète. Mais au-delà de l'anecdote, cette approche s'inscrit dans une tradition spirituelle profonde, celle de l'oracle de Delphes.
L'inscription gravée sur le fronton du temple « Connais-toi toi-même » n'était pas une simple invitation à l'introspection psychologique. Elle était une injonction métaphysique. Découvre la part de divin et de vérité qui réside en toi. Socrate a pris cette maxime au mot. Il a compris que la connaissance n'est pas une accumulation de données, mais une réminiscence. Pour lui, apprendre, c'est se souvenir de vérités que l'âme a contemplées avant d'être incarnée. Cette idée suggère que la maïeutique plonge ses racines dans des courants de pensée encore plus anciens, possiblement liés à l'orphisme ou à des traditions pythagoriciennes, où l'âme est vue comme un réceptacle de sagesse universelle qu'il faut simplement aider à se réveiller. Toutefois, la constance de cette méthode à travers le temps s'explique par sa structure universelle. Avant d'être formalisée dans les dialogues de Platon, cette forme de questionnement existait sans doute dans les cercles de sagesse orientaux ou dans les dialogues initiatiques de l'Égypte ancienne, où le maître ne donnait jamais la réponse, mais plaçait l'élève face à une énigme. Socrate a eu le génie de la séculariser, de l'amener sur la place publique, l'agora, pour en faire un outil de citoyenneté et de liberté individuelle. Il a transformé un rite de passage spirituel en une discipline intellectuelle rigoureuse. C'est ici que la maïeutique acquiert sa noblesse. Elle ne demande aucun diplôme, aucun statut social, juste la volonté de dialoguer sincèrement. Ce qui frappe dans l'étude des origines, c'est la permanence de la posture du maïeuticien. Qu'il s'agisse de Socrate ou des sages qui l'ont peut-être inspiré, l'outil reste le même. Le logos, la raison dialoguée. Il y a une forme de survie historique de cette méthode, car elle repose sur une vérité biologique et psychologique immuable. L'esprit humain rejette ce qui lui est imposé par la force, mais embrasse passionnément ce qu'il a l'impression d'avoir découvert par lui-même. C'est cette constance de la découverte qui fait de la maïeutique un pont entre les siècles. Elle n'appartient pas à une époque, car elle appartient à la structure même de l'intelligence humaine. En explorant ses racines, on réalise que Socrate a agi comme un catalyseur. Il a pris une pratique ancestrale de guidance spirituelle et l'a passée au crible de la logique et de l'éthique. Il a fait de l'accouchement des esprits une nécessité politique. Pour qu'une cité soit juste, il faut que ses citoyens soient capables de mettre au monde des pensées justes et non de simples répétitions de ce qu'ils ont entendu. C'est cette exigence de vérité intérieure qui a permis à la philosophie maïeutique de traverser les millénaires sans perdre de sa superbe. Elle nous rappelle que, quelle que soit la technologie ou la culture, le dialogue reste l'unique chemin vers la clarté. Pour que l'accouchement de l'esprit puisse avoir lieu, la philosophie maïeutique impose une condition préalable qui semble, à première vue, paradoxale, l'aveu de sa propre ignorance. C'est ici que réside le génie de la posture socratique, souvent résumée par la célèbre sentence « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce n'est pas là un aveu de faiblesse ou un scepticisme paresseux, mais ce que les philosophes appelleront plus tard la docte ignorance. C'est une ignorance active, consciente et stratégique. Pour Socrate, l'obstacle majeur à la connaissance n'est pas l'absence de savoir, mais le faux savoir, cet amas de certitudes non vérifiées, d'opinions toutes faites et de préjugés hérités de notre environnement social. Avant de bâtir, il faut démolir. Avant d'emplir, il faut vider. Le mécanisme s'enclenche par une phase de déconstruction souvent déstabilisante. Le maïeuticien commence par interroger son interlocuteur sur des concepts que celui-ci croit parfaitement maîtriser. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la beauté? Dans un premier temps, l'interlocuteur répond avec assurance, citant des exemples ou des définitions conventionnelles. C'est là que le piège de la rigueur se referme. Par une série de questions ciblées, le dialogue met en lumière les contradictions internes de ces définitions. C'est la phase de l'aporie. L'interlocuteur se retrouve dans une impasse intellectuelle, incapable de soutenir sa propre thèse. Ce moment de trouble, bien que parfois inconfortable, est salutaire. Il marque la fin de la suffisance et le début de la curiosité véritable. C'est le passage de l'opinion, la doxa, à la recherche de la vérité, l'épistémé. Le bénéfice fondamental de ce mécanisme est l'apprentissage de la liberté mentale.
En nous dépouillant de nos certitudes de façade, la philosophie maïeutique nous apprend à ne plus craindre le vide intellectuel. Au contraire, elle nous montre que ce vide est l'espace même de la création. Dans notre monde contemporain, où nous sommes sommés d'avoir un avis sur tout, instantanément, cette docte ignorance agit comme une soupape de sécurité. Elle nous redonne le droit de dire « je ne sais pas encore », ouvrant ainsi la porte à une analyse plus profonde et moins réactive. C'est un exercice d'humilité qui remet l'individu au centre de son propre processus de réflexion. On ne croit plus parce qu'on nous a dit de croire, mais parce qu'on a examiné les fondations de notre pensée. Enfin, ce processus transforme radicalement la relation à l'autre. Dans un dialogue maïeutique, il n'y a pas un maître qui domine un élève, mais deux chercheurs associés dans une quête commune. Le questionnement n'est pas une arme pour humilier, mais un scalpel pour soigner les illusions. En évacuant le faux savoir, on libère une énergie cognitive immense. L'esprit n'est plus encombré par le maintien de façades intellectuelles fragiles. Il devient disponible pour une intuition plus haute. C'est dans ce dénuement volontaire que la pensée devient fertile. La maïeutique nous enseigne que la clarté ne s'atteint pas en ajoutant des couches de connaissances, mais en retirant tout ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à ce que la vérité apparaisse d'elle-même, évidente et irréfutable. Si la philosophie maïeutique a survécu à l'effondrement des empires et aux révolutions industrielles, c'est parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental, celui de l'autonomie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur l'agora, mais dans des salles de réunion, des cabinets de thérapie ou des espaces de coworking. Pourtant, le besoin reste le même, transformer l'individu de simple exécutant en acteur souverain de sa pensée. Dans le monde du management moderne, la maïeutique est devenue, souvent sans le dire, le socle du coaching et du leadership éclairé. On s'éloigne du modèle pyramidal où le chef détient la vérité et l'impose, pour tendre vers une figure de leader maïeuticien. Celui-ci ne donne plus de directives brutes, il pose les questions qui permettent à ses collaborateurs de trouver eux-mêmes les solutions. Ce basculement est crucial. Une solution accouchée par une équipe génère un engagement et une responsabilité que n'obtiendra jamais une consigne descendante. L'intérêt de cette méthode dans notre quotidien réside dans sa capacité à briser la passivité. Nous vivons dans une ère de consommation non seulement de biens, mais aussi d'idées. Nous absorbons des concepts prêts à porter sans en questionner la couture. La maïeutique réintroduit de la verticalité et de la profondeur. En nous forçant à remonter à la racine de nos choix, elle nous redonne les commandes de notre vie. C'est l'antidote par excellence au sentiment d'aliénation. Celui qui découvre sa propre vérité n'est plus un sujet que l'on manipule, mais un individu qui s'affirme. Dans le cadre de la psychologie et du développement personnel, cette approche est tout aussi révolutionnaire. Le thérapeute maïeuticien ne répare pas le patient, il l'accompagne dans l'exploration de sa propre psyché jusqu'à ce que le patient identifie ses propres blocages. C'est la fin du dogme de l'expert au profit de l'expertise de soi. Au-delà de l'individu, la philosophie maïeutique possède une vertu sociale et politique indispensable. Elle est l'outil ultime de désamorçage des conflits et de la polarisation. Dans une société où les opinions s'affrontent de manière frontale et souvent violente, le dialogue maïeutique propose une troisième voie. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison, mais de comprendre sur quel fondement repose la pensée de l'autre. En posant des questions plutôt qu'en lançant des affirmations, on oblige l'interlocuteur à sortir de la posture défensive pour entrer dans une posture réflexive. Cela crée un espace de respect mutuel où le but n'est pas de vaincre, mais de clarifier. La méthode socratique est, en ce sens, une véritable école de la démocratie. Elle part du principe que chaque citoyen possède une étincelle de raison qu'il convient de faire briller. Enfin, l'actualité de cette méthode se manifeste dans notre rapport à l'éducation. Le modèle de l'enseignement magistral, où le savoir est déversé d'un cerveau dans un autre, montre ses limites. La maïeutique propose une pédagogie de l'éveil. Apprendre n'est pas mémoriser, c'est découvrir. En encourageant l'étudiant à douter, à interroger les évidences et à construire ses propres raisonnements, on forme des esprits critiques plutôt que des bases de données humaines.
Cette permanence de la maïeutique à travers les âges prouve que, si les outils changent, l'architecture de la sagesse reste constante. Elle nous enseigne que la plus belle des conquêtes n'est pas de convaincre les autres, mais d'aider chacun à devenir l'architecte de sa propre lumière. La force de la philosophie maïeutique réside dans sa capacité à transformer durablement la structure même de notre pensée. Sur le plan cognitif, cette méthode agit comme un puissant catalyseur de la plasticité neuronale. Contrairement à l'apprentissage passif, qui sollicite principalement la mémoire de stockage, le questionnement socratique force le cerveau à créer de nouveaux sentiers. Lorsqu'un individu est amené à déconstruire un préjugé pour reconstruire une idée par lui-même, il mobilise des zones liées au raisonnement logique, à l'analyse critique et à la synthèse créative. Ce n'est pas simplement une information qui est enregistrée, c'est une compétence qui est forgée. On retient infiniment mieux une vérité que l'on a extraite de son propre esprit par l'effort de la réflexion qu'une leçon apprise par cœur. En ce sens, la maïeutique est une véritable gymnastique de l'intellect qui renforce l'agilité mentale face à l'imprévu et à la complexité du réel. Au-delà de l'intellect, les bénéfices psychologiques sont tout aussi déterminants, notamment en ce qui concerne l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. L'expérience de la maïeutique est gratifiante par essence. Au moment où l'accouchement se produit, lorsque l'interlocuteur saisit enfin la clarté d'un concept qu'il portait en lui sans le savoir, il ressent une satisfaction profonde. Ce eureka socratique n'est pas seulement une victoire de l'esprit, c'est une validation de sa propre valeur en tant qu'être pensant. En réalisant qu'il possède en lui les ressources pour atteindre la vérité, l'individu gagne une confiance inébranlable. Il ne dépend plus de l'approbation d'un maître ou de la validation d'une autorité extérieure pour se sentir légitime. Cette autonomisation est le socle d'une personnalité équilibrée et résiliente, capable de tenir tête aux pressions de conformisme. De plus, cette approche favorise une profonde honnêteté intellectuelle qui a des répercussions directes sur l'équilibre émotionnel. En passant par la phase de l'ironie et de la mise à nu des fausses certitudes, on apprend à accepter sa vulnérabilité. Admettre que l'on ne sait pas, loin d'être un échec, devient une libération. Cela réduit l'anxiété liée au besoin de paraître infaillible ou de toujours avoir le dernier mot. La philosophie maïeutique cultive ainsi une forme de sérénité, celle de celui qui sait que la connaissance est un chemin et non une destination fixe. Cette posture diminue les tensions intérieures liées aux dissonances cognitives, car elle encourage l'alignement constant entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous sommes réellement. Enfin, la maïeutique développe une qualité rare et précieuse, l'empathie intellectuelle. En pratiquant cet art du dialogue, on finit par comprendre que l'autre, lui aussi, est enceint de ses propres vérités et de ses propres blocages. Cela change radicalement notre manière d'interagir avec autrui. On ne cherche plus à écraser l'autre sous le poids de nos arguments, mais à se placer à ses côtés pour l'aider dans son propre travail d'accouchement. C'est un acte de générosité cognitive. En fin de compte, la maïeutique ne se contente pas de produire des idées claires, elle produit des individus plus conscients, plus calmes et plus connectés à l'humanité universelle qui réside dans chaque esprit. Elle nous rappelle que penser n'est pas un acte solitaire, mais une aventure partagée qui nous grandit mutuellement. À l'heure où l'intelligence artificielle et les algorithmes de recherche nous fournissent des réponses en quelques millisecondes, on pourrait croire que la philosophie maïeutique est devenue obsolète. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus les réponses sont abondantes et instantanées, plus l'art de poser les bonnes questions devient la compétence ultime. Nous vivons dans un paradoxe technologique où l'accès illimité à l'information ne garantit plus la connaissance, mais génère souvent une forme de passivité intellectuelle. Face à une machine qui sait tout, l'humain risque de s'atrophier s'il ne cultive pas cette étincelle socratique. La maïeutique nous rappelle que le savoir n'est pas une marchandise que l'on télécharge, mais un processus que l'on vit. Face à l'IA, le maïeuticien moderne est celui qui ne se contente pas du résultat, mais qui interroge la logique, les biais et les fondements de ce que l'écran lui propose. Cette méthode devient alors l'antidote par excellence à la surcharge informationnelle et à la dépendance technologique. Dans un monde numérique régi par l'immédiateté, la maïeutique impose une lenteur nécessaire, une respiration.
Elle nous apprend à filtrer le flux incessant de données par le tamis de notre propre raison. Si une intelligence artificielle peut simuler la pensée, elle ne peut pas, à ce jour, accoucher d'une vérité qui fait sens pour une existence humaine singulière. La maïeutique est ce qui nous reste en propre, cette capacité à éprouver la vérité, à la sentir naître en nous avec la force de l'évidence. Elle transforme notre rapport au numérique. Nous ne sommes plus des réceptacles passifs de notifications et de contenus suggérés, mais des interrogateurs actifs qui forcent la technologie à servir notre propre cheminement intellectuel. De plus, la pérennité de cette méthode dans le monde virtuel souligne l'importance irremplaçable de l'interaction humaine. Si nous pouvons interroger une machine, le dialogue maïeutique, lui, nécessite une altérité véritable, une présence. L'IA peut fournir des faits, mais elle ne possède pas cette intuition humaine qui permet de déceler, dans un silence ou une hésitation de l'interlocuteur, le signe qu'une idée est sur le point d'éclore. La maïeutique numérique consisterait à utiliser nos outils non pour clore le débat, mais pour l'ouvrir. C'est utiliser la puissance de calcul pour explorer des hypothèses, tout en gardant pour soi le rôle de sage-femme qui décide de la direction et de la valeur éthique de la pensée. Elle nous protège ainsi de l'illusion de savoir, un risque démultiplié par la facilité d'accès aux moteurs de recherche. Enfin, la philosophie maïeutique nous offre une défense robuste contre la manipulation algorithmique et les chambres d'écho des réseaux sociaux. En nous habituant à remettre en question nos propres certitudes, elle nous rend moins vulnérables aux biais de confirmation qui nous enferment dans des bulles idéologiques. Le questionnement maïeutique nous pousse à sortir de notre zone de confort mental pour aller voir ce qui se cache derrière les évidences partagées par notre tribu numérique. Dans un siècle où la vérité semble parfois se diluer dans le virtuel, cette pratique millénaire nous ramène à la solidité de notre propre jugement. Elle fait du doute non pas un aveu de faiblesse, mais l'outil de notre souveraineté face aux machines. Au terme de ce voyage à travers les millénaires, une certitude s'impose. La philosophie maïeutique n'est pas une relique du passé, mais une force vive du présent. Nous avons vu comment, de l'agora d'Athènes aux algorithmes du XXIe siècle, cette méthode a su conserver sa pertinence et sa puissance de transformation. En traversant les époques, elle nous a prouvé que si les supports de la connaissance évoluent, la structure de la sagesse humaine, elle, demeure immuable. Elle reste ce pont suspendu entre l'ignorance qui s'ignore et la vérité qui se découvre, un chemin que chaque génération doit redécouvrir pour ne pas sombrer dans le sommeil de la pensée automatique. La grande leçon de Socrate et de tous ceux qui ont pratiqué cet art après lui est que la philosophie n'est pas une accumulation de savoirs extérieurs, mais une pratique de la liberté. La maïeutique nous rappelle que nous portons tous en nous une boussole intérieure, une capacité de discernement qui ne demande qu'à être éveillée. Dans un monde qui cherche sans cesse à nous dicter quoi penser, quoi ressentir et quoi consommer, l'accouchement de l'esprit est l'acte de résistance le plus noble qui soit. C'est en acceptant de vider notre esprit des certitudes d'emprunt que nous laissons enfin la place à notre propre lumière. L'intérêt de cette méthode aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, réside dans sa dimension profondément humaniste. Elle postule que chaque individu, quel que soit son parcours, possède une étincelle de raison universelle. En cela, la maïeutique est un acte de foi en l'humain. Elle nous enseigne que le dialogue n'est pas un champ de bataille pour les égaux, mais un terrain fertile où les âmes se rencontrent pour grandir ensemble. Elle fait de la vulnérabilité de l'ignorance le point de départ de la plus grande des forces, celle de la connaissance de soi. Alors que nous refermons cette exploration, l'invitation reste ouverte. La maïeutique n'est pas réservée aux philosophes de métier ou aux coachs certifiés. Elle est à la portée de quiconque ose poser une question sincère à soi-même ou aux autres. Elle commence dès que nous cessons d'affirmer pour commencer à explorer. Rappelons-nous que nous sommes, tour à tour, l'accouchée et la sage-femme. Chaque interaction est une opportunité de faire naître une idée nouvelle, de dissiper une ombre ou de clarifier un horizon. En définitive, la philosophie maïeutique nous ramène à l'essentiel, l'éternel retour à soi. Elle nous montre que les réponses que nous cherchons au loin, dans les livres, sur les réseaux ou auprès des experts, attendent, souvent, patiemment,
que nous sachions enfin les interroger au fond de nous-mêmes. À travers les siècles, cette méthode demeure le socle inébranlable d'une pensée libre et souveraine. Puissiez-vous, à votre tour, devenir l'artisan de votre propre clarté et l'accoucheur des possibles qui dorment en vous.